Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici, chaque lundi, des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour, à ton tour, oser la reconversion. Quand on parle reconversion, impossible de passer à côté de la tech et de l'intelligence artificielle. Pourtant, les clichés ont la vie dure. On pense à tort que c'est un truc de mec ou une bulle prête à éclater. Il est grand temps de déconstruire tout ça. Et c'est justement la mission de notre partenaire du jour, Ada Tech School, l'école de référence de la tech et de l'IA. Leur vision, la tech, est ouverte au profil de tous les horizons et Ada Tech School est pensée spécialement pour les personnes en reconversion. 80% de leurs apprenants sont dans ce cas et 50% sont des femmes. Quant à l'IA, oui, elle rebat les cartes, mais elle ne remplace pas les professionnels. Elle change surtout ce qu'on attend d'eux. Moins d'exécution, plus de réflexion et de décision. Et justement, chez Ada, on apprend à travailler avec l'IA et à la questionner pour rester aux commandes. Au programme, différents parcours vers des métiers concrets, comme concepteur d'applications ou chef de projet tech et IA, développeur full stack IA. Tout est pensé pour que vous retrouviez rapidement le chemin de l'emploi, avec, selon votre niveau, entre 5 et 9 mois de formation en présentiel à Paris, Lyon ou Nantes, puis en alternance. La pédagogie d'Ada Tech School est basée sur la méthode Montessori en misant sur vos soft skills, curiosité, esprit critique. Tout s'apprend par la pratique et en équipe. Pas besoin d'avoir fait maths sup. On apprend à apprendre, à raisonner, à travailler avec l'IA, à résoudre des problèmes et à prendre confiance. L'idée n'est pas seulement de trouver un nouveau job, mais de rester employable durablement dans un monde qui bouge. Découvrez dès maintenant leur formation sur adatechschool.fr, adatechschhool.fr. Vous pouvez participer à leur atelier d'initiation gratuit en ligne dans l'onglet ressources du site. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Dr Solène Vokang. Solène est chirurgienne stomatologue à Paris et entrepreneur dans la tech depuis 4 ans avec AcureCare. AcureCare a levé des centaines de milliers d'euros. Solène a été opérée très jeune et lors de cette opération, elle a tout de suite su qu'elle voulait exercer le même métier, devenir chirurgienne. Elle est aujourd'hui chirurgienne stomatologue et opère les pathologies de la bouche et des dents. Solène a même acheté sa propre clinique et exerce à Paris dans le 18e arrondissement. Solène est une chirurgienne du futur. Elle opère ses patients avec des casques immersifs. Elle vient d'adopter un compagnon IA pour déstresser ses patients en salle d'attente et surtout, elle a fondé AcureCare. AcureCare met en relation des professionnels de santé, des innovateurs et des organisations visionnaires afin d'accélérer le développement des solutions de santé révolutionnaires et de rendre l'innovation de pointe accessible et utile pour tous. Solène a été nommée femme Forbes en 2024 à mes côtés et plus qu'une reconversion, elle nous partage son état d'esprit entrepreneurial qui a déstabilisé plus d'un de ses confrères médecins et même son entourage. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Solène. Bonjour Solène, bienvenue dans Oser la reconversion. Bonjour Claire-Vie, ravie d'être là aujourd'hui. Alors, je suis un peu impressionnée parce que c'est la première fois qu'on a un invité qui a fait autant d'études. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire quel âge tu as ou environ où tu habites et surtout ce que tu fais actuellement? Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis Solène Vauquin. Je suis chirurgienne à Paris, installée à Paris. J'ai 36 ans et donc je suis médecin et entrepreneur. Voilà, j'ai pas changé de métier, mais j'ai plutôt précisé un métier, en tout cas. Donc on va dire que j'ai, on va dire peut-être 3 casquettes, parce que je fais aussi pas mal de création de contenu également sur les sujets de santé et tech. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement, donc t'es chirurgienne stomatologue et que tu fais aussi à côté, si tu peux nous raconter rapidement avant qu'on revienne en détail sur ton parcours et puis de pourquoi tu as lancé ces nouvelles activités? Donc AcureCare, c'est, même si ça vient du fait que je sois médecin, c'est comme ça que j'ai eu l'idée aussi, c'est une entreprise qui met en relation les entreprises, les industriels en santé et les soignants.
L'idée étant de faciliter l'accès à l'expertise médicale pour les entreprises pour qu'elles puissent développer, produire plus vite et surtout, avec leurs futurs utilisateurs. Voilà. Donc ça, c'est mon activité, d'entrepreneur. Et j'ai également une activité de création de contenu qui est pareil, venue parce qu'il y avait, ce besoin au départ de Hacker Care de, faire connaître, hein, finalement. Je pense que c'est toujours, l'enjeu, initial, surtout en tant que, fondatrice, seule, étant basée aux États-Unis à ce moment-là. Donc il a fallu sur un marché français. Donc il a fallu trouver un moyen de faire connaître, en tout cas ce que je faisais. Et c'est comme ça que j'ai, commencé à produire du contenu sur LinkedIn. Et donc j'ai, eu, la chance en tout cas d'avoir le petit badge Top Voice que je ne savais même pas, enfin je ne savais même pas que ça existait, en tout cas, sur les sujets d'IA, tech qui m'a été renouvelé, cette année. Voilà. Tu es devenue, voilà, créatrice de contenu un peu, sans forcément, le vouloir. Voilà, plus pour, mon business, exactement. Ouais. Et donc Hack Your Care, c'est un peu de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est un petit peu, pour qu'on comprenne un peu mieux? Parce que c'est vrai que bon, moi, ça me paraît un peu flou. Si tu peux nous expliquer en 2 mots ce que c'est concrètement comme solution? Alors, bien sûr, donc en fait, iCureCare, c'est quoi? C'est, on a une plateforme avec, 6 000 soignants qui se sont inscrits, qui attendent d'avoir des missions. C'est-à-dire qu'on va nous, nos clients, ce sont les entreprises qui viennent nous voir parce qu'ils savent qu'on a un vivier de soignants extrêmement motivés. On a donc une communauté active de soignants qui sont d'eux-mêmes venus s'inscrire parce qu'ils ont envie de participer à des projets innovants, notamment, hein, des projets tech, IA, des annotations d'images, participer à des boards médicaux d'entreprises. Ça va être, voilà, donner, son avis, sur un test, de logiciel, par exemple, au cabinet. Voilà. Et donc, les entreprises qui développent ces solutions viennent nous voir en disant, voilà, j'aimerais parler à 10 médecins généralistes dans une phase un peu d'entrée sur le marché pour connaître un peu les usages. Est-ce que notre solution pourrait s'adapter, par exemple, à leurs usages? On aimerait leur faire tester. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on fait et nous, on s'occupe vraiment de trouver les soignants à travers la communauté, hein, qu'on a déjà. Et on va gérer toute la relation entre le soignant et l'entreprise, c'est-à-dire la partie contractuelle et financière, réglementaire qui est extrêmement spécifique en santé. Voilà. Alors, c'est quel type d'entreprise? C'est, par exemple, des entreprises qui développent des solutions de santé, des applications de santé? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va avoir, alors principalement, au départ, on a commencé avec des industriels, donc ça va être des boîtes du dispositif médical, qui, dans chaque phase de développement de leurs produits, donc phase étude de marché pour avoir validé, ils ont besoin de parler à des soignants. Ensuite, ils vont avoir la partie test produit. Ensuite, ils ont besoin de board members. Ensuite, ils font des études cliniques. Ils ont besoin d'investigateurs médicaux. Donc, ils vont faire appel à nous. Et ensuite, toute la partie marketing, développement, ils vont faire appel à nous pour des rédactions de contenu validées encore une fois, par des soignants de notre communauté. Voilà. Donc, l'IA, tu demandais en effet, parce que c'est mon sujet de prédilection. Aujourd'hui, l'IA ne nous sert pas à faire la connexion, hein. La connexion, elle est humaine. Par contre, en interne, nous, on a développé tout un process à base d'IA parmi nos équipes pour optimiser nos process, typiquement génération de devis automatisés, enfin voilà, pas mal de choses comme ça, pour vraiment se concentrer sur l'humain, hein. Les qualifications aujourd'hui, elles sont encore humaines. Par contre, on va utiliser, quand on a des missions de rapports, par exemple type rédaction de contenu, des articles scientifiques ou des articles de blog qui nous sont commandés par des industriels, des labos, des pharmaceutiques, des industriels comme Dassault Systèmes aussi. On va être capable, et des CRO aussi pour les équipes cliniques, on va être capable, nous, d'utiliser l'outil d'IA avec le soignant pour qu'il produise plus vite et mieux. Voilà. Ah ouais, c'est super intéressant. Et c'est vrai que c'est assez, je dirais, niche pour le grand public. C'est toute une industrie dont on n'a pas du tout connaissance, en fait. Dans les niches, moi. C'est ma Ouais. spécialité, d'être dans les niches. Voilà. Alors, comment tu as eu envie de faire des études de médecine? Est-ce que tu viens d'une famille de médecins? Ouais. Et en tout cas, mon papa. Voilà, j'ai mon père qui est médecin. Alors forcément, je pense évidemment, je vais pas dire que ça vient pas de là, sans avoir fait exactement les mêmes études que lui, hein, parce que lui, il est médecin, il a fait médecine générale. Bon, après, il est médecin expert aujourd'hui. Mais voilà, moi, je voulais faire de la chirurgie. Je pense que j'ai dû entendre parler. En tout cas, il y a quand même cette culture médicale à la maison. J'ai un petit frère qui est également médecin. En fait, voilà, j'ai toujours voulu faire médecine très rapidement depuis que je crois que j'étais en primaire.
je voulais faire de la chirurgie. Ça vient du fait que j'ai été opérée moi-même par un chirurgien et j'avais vu, je me souviens sur le bureau dans un hôpital pédiatrique assez connu, c'est ce chirurgien qui me montrait en plus qu'il allait faire de l'humanitaire, opérer des enfants et donc moi, voilà, qui suis, je pense très altruiste, du coup ça m'a trop donné envie de faire ce métier et donc j'ai voulu faire ça et donc j'ai choisi après donc les études de médecine, on choisit en passant pas mal de stages, on choisit sa spécialité et donc moi c'est la stomato qui m'a plu. Donc j'ai choisi cette spécialité, puis après j'ai empilé encore pendant 4 ans d'internat, puis 3 ans de chef de clinique. Voilà, à l'hôpital. Alors, stomatologie, c'est la chirurgie du visage, hein, c'est ça? De tout ce qui est bouche? Ouais. En fait, c'est les os, les dents, les tissus mous de la face qui vont vraiment juste sous le nez. Voilà. Donc ça va on fait tout ce qui est par exemple, tout ce qui est dentaire, dents de sagesse, hein, tout ce qui est chirurgie compliqué, d'accord? Extraction de dents de sagesse incluse, des kystes, des tumeurs, hein, dans l'os, de la mâchoire. On va aller jusqu'au tout ce qui est dermatologie buccale aussi, hein, tous les patients qui ont des problèmes de langue, des lésions et cetera, on va s'en occuper. Tout ce qui est également, articulaire, problème de craquement, bruxisme, jusqu'au ronflement et tout ce qui est apnée du sommeil aussi, d'ordre squelettique. Donc voilà, par exemple, j'ai développé une activité dans mon cabinet à Paris d'apnée du sommeil où je fais pas mal d'orthèse mandibulaire. Et alors, est-ce que c'était la spécialité que tu voulais faire? Parce que je sais qu'il y a des histoires aussi de classement, où tu as pas forcément la spécialité, que tu souhaites. Toi, c'est ce que tu avais envie de faire? Ouais, en fait, j'ai eu envie je voulais faire de la chirurgie, je voulais faire la chirurgie du visage. Déjà chirurgie avant de choisir médecine, ensuite pendant les études d'externe, en fait, on passe en bouche ou stage et moi j'ai essayé de prendre tous les stages de chirurgie tout le temps, c'était pas toujours possible parce qu'on a des maquettes à faire, il fallait placer en cardio et cetera. Bon, c'était très chouette. Moi, j'avais besoin de faire, moi je suis très dans le il faut faire quoi pour rendre ce qui me complaît, en tout cas ce qui me plaît dans mon métier, c'est que je rends service, je fais en fait directement et le patient il sort, je l'ai soigné entre guillemets. Voilà, c'est pas je prescris un traitement et j'attends de voir ce qui va se passer. Moi, c'est ça qui me plaît en fait, c'est de le faire directement. Alors bien sûr, il y a le post-opératoire à gérer et cetera. Ensuite, on passe dans des services différents et donc moi je savais que tout ce qui était la face ça m'intéressait. Donc je suis passée en ophtalmo, donc les yeux, l'ORL, hein, tout ce qui est rhinopharyngé, donc c'est vraiment les tissus mous de la gorge, le nez, les sinus, d'accord? Donc on est vraiment en arrière par rapport aux os. Et j'ai fait de la chirurgie plastique également et de la chirurgie pédiatrique. Donc tout ce qui est hôpital Necker, hôpital Robert de Breuil, il y a les patients qui ont des dysmorphoses, hein, donc des fentes à la biopalatine. Ça m'a toujours fascinée. Et j'ai recroisé ce chirurgien pendant que j'étais interne au bloc, donc c'est assez fou. Celui qui t'avait opéré? Ouais. Incroyable, ouais, Donc, le destin. voilà, c'est très chouette, c'était passionnant. C'était fascinant même d'avoir bouclé cette boucle. Et puis voilà, j'ai choisi stomato, je pense aussi après avoir fait mon cursus à l'hôpital, d'avoir parlé aussi avec des médecins, d'être allé voir ce qui se passait en ville. J'ai pu avoir l'occasion de faire des stages d'interne aussi dans des hôpitaux privés, donc ce qui m'a permis de voir ce qui se passait au cabinet privé également. Et donc j'ai trouvé que cette spécialité était assez cohérente entre voilà l'hôpital ou la ville en fonction de mon choix futur par rapport à notamment ma vie familiale. Voilà. Alors, tu as fait combien d'années d'études au total? Et bien après le bac, donc il y a à peu près, là ça fait quoi? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, voilà, pour être, donc le diplôme de médecine, je l'ai eu au bout de 10 ans, hein. Après j'ai fait le clinica, on le fait quand on a notre thèse, hein, de médecine. Le clinica nous sert à quoi? Nous sert à continuer à se former tout en étant chef de clinique, donc ça veut dire qu'on est senior, voilà. Mais on est quand même encore, surtout en chirurgie, je trouve que c'était pas mal de continuer comme ça parce que, si on a on est le senior, dans un bloc, mais par contre si on a des questions ou si on veut faire un bloc encore pour se former avec un chirurgien plus expérimenté, on peut faire des blocs encore avec, vous voyez? Alors que si on est en ville tout de suite d'emblée après l'internat, c'est tout de suite on est seul et je trouve que j'avais encore des choses à apprendre, voilà. Donc j'ai fait ça et puis ça nous permet aussi d'avoir le secteur 2 aussi, quand on est médecin, ce qui est quand même plus intéressant, voilà pour notre installation notamment au cabinet, quoi. Mmh. Donc, tu avais 13 ans, c'est ça, d'études? Oui, exactement, voilà. 13 ans 13 d'études ans. de médecine. Alors, j'ai eu une question, peut-être un peu bizarre, mais j'ai toujours été un peu fascinée par les chirurgiens parce que je trouve que c'est hyper difficile dans le sens où c'est intellectuel. Il faut faire des études assez poussées intellectuelles, mais au final, c'est hyper manuel. Ce que tu vas faire, c'est avec tes mains. Et alors, comment toi tu le vis? Parce que je me suis toujours dit, des personnes qui veulent être chirurgiens,
bah voilà, elles vont faire des études. Peut-être qu'en fait, finalement, elles vont se retrouver dans le bloc opératoire face au sang. Elles sont pas forcément habiles de leurs mains et ça va pas le faire. J'ai toujours trouvé que c'était un métier assez fascinant parce qu'il faut les deux facettes. Comment toi, tu le vis d'avoir un métier manuel finalement? Et puis aussi un peu tout ce côté bloc opératoire, sang, voir le visage de quelqu'un. Moi, j'ai toujours été très manuelle. Alors j'ai fait beaucoup de j'ai fait de la art, par exemple. Enfin, j'adore faire moi. Donc heu, c'était évident que je voulais faire la chirurgie parce que j'aime bien rendre service, j'aime bien faire des gestes, ça c'était sûr. La partie sang, c'est sûr que, voilà, même si on peut faire de la chirurgie, faut pas s'attendre parce que j'ai des étudiants, bah, que je coachais aussi parce qu'il y a le système de mentorat aussi dans les facs et cetera qui me disait: «Ah, je vais être chirurgien, mais je suis pas hyper à l'aise avec certaines interventions». Oui, bah, moi aussi ça m'est arrivé alors que moi j'avais pas spécialement peur du sang. Tout ce qui était, parce qu'on fait des dissections, anatomiques aussi, dans nos TD, enfin dans des dissections donc sur des cadavres, hein, donc c'est des choses ça me dérangeait pas spécialement. Par contre, c'est vrai qu'il y a des chirurgies, moi, où je suis rentrée au bloc de gynéco quand j'étais, externe, où j'ai assisté à des interventions de la femme, sur, voilà, des utérus et cetera et je me souviens que je pense que ça m'a beaucoup, j'ai fait un malaise vagal en fait, sur 2 blocs de gynéco en étant externe. Je pense que il y a le côté un peu personnel qui a peut-être, je me suis projetée, je sais pas ce qui s'est passé et voilà, ça arrive à n'importe qui. Alors je voulais faire de la chirurgie, c'est vrai que sur le moment, je me suis dit: «Oh là là, ça va être compliqué». Je me souviens, j'avais appelé mon papa en me disant: «Voilà, je crois que je pourrais pas faire de chirurgie, mon Dieu, c'est une catastrophe». Puis en fait non, on prend l'habitude. C'est vraiment, les habitudes, l'ambiance du bloc, les odeurs, tout ce milieu-là, on s'y habitue quoi. Si vraiment on est motivé et qu'on est en effet qu'on est manuel, hein, par contre, faut être manuel, ça c'est certain. Ça se enfin, on s'habitue quoi. On s'entraîne dans ce métier. Mmh. Oui, tout le monde n'est pas insensible, dès le départ, et comment tu gères justement le fait que ça soit le visage? Parce que, je trouve que, dans les opérations, bah, voilà, ils mettent les tissus un peu partout. Tu peux complètement, occulter le fait que si une personne, par exemple, si tu opères l'estomac ou la jambe, le visage, c'est plus dur d'occulter que tu as une personne sur le bloc. Comment toi tu le gères? Non, moi j'aime bien voir les gens moi. Donc j'aime bien voir les visages. Justement, les visages, c'est l'expression et justement là, ce que je fais au cabinet aujourd'hui, parce que moi j'ai monté mon propre cabinet là, j'ai acheté une clinique là, donc je vais développer là cette année. J'ai ce qui m'anime et j'opère beaucoup mes patients justement par choix sous anesthésie locale et non plus en général. Parce qu'en fait, j'aime l'expression du patient. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'accompagnement des patients et on le voit sur l'expression. Il y a des patients, en plus, je leur mets un casque de réalité virtuelle parce que je suis, c'est mon côté innovant entrepreneur, au sein de mon propre métier. Je peux sentir moi, voilà, déjà je suis au niveau, sensation des patients, j'ai ce côté empathie qui fait que j'ai une très, très grosse empathie, donc je ressens ce que les patients le niveau de stress sur lequel, ils sont au moment de l'intervention et voilà, quand on voit des petites larmes qui coulent ou quand on voit, des mains qui se crispent, sur le visage que voilà, il y a quelque chose, il y a une respiration un peu plus, importante, ça c'est des signaux auxquels moi je suis extrêmement, sensible déjà, personnellement. Donc ça, c'est ça qui m'anime et de savoir que le patient va sortir avec le sourire ou en gueulant, c'est ça qui est génial et au contraire, ça aide de voir le visage. Toi, justement, est-ce que ça pourrait aussi te déstabiliser, tu vois, de voir le patient qui est stressé, tu pourrais absorber le stress? Tu arrives, toi, à tu vois, à te dire: «Je vais l'aider», justement? Ouais, je suis entraînée, en fait, pour ça. Je pense de base, j'ai une appétence pour justement, déstresser les gens, j'aime faire ça. Alors je suis on a tous un côté psychologue, on est obligé de faire de la psychologie quand on est médecin, même quand on est chirurgien, même si on le pense pas. Je pense que les chirurgiens, pour faire accepter une intervention à un patient, c'est pire que de prescrire un médicament. Enfin, c'est une intervention, il y a le côté touché, surtout les gens, dans ma spécialité, ils ont peur de base, ils ont peur du dentiste. Donc quand ils viennent voir le stomato, pour eux, c'est la même chose. Même en consultation, j'ai des patients qui me disent tout de suite, en rentrant: «Bonjour docteur, alors je suis désolée, sachez que je suis anxieux», il y en a qui le verbalisent, mais voilà, de base, je sais qu'ils ont peur. Voilà, de base aussi, donc on va dire ça clarifie les choses. C'est pas qu'ils ont moins peur d'aller, voir, le chirurgien orthopédique que d'aller voir, le stomato. La bouche, ça fait peur, l'anesthésie, enfin, il y a tout une croyance aussi sur ces sujets de peur de dentiste qui faisait mal avant. Et donc ça, c'est, quelque chose moi auquel, je me suis, on va dire très intéressée, dans des publications. J'ai fait notamment avec la réalité virtuelle, j'ai essayé de trouver des systèmes pour déstresser les patients et je continue. Là, je suis en train, d'adopter un petit animal, mais, un fake animal, dispositif médical pour justement mettre dans les bras des patients, en salle d'attente qui va réagir par rapport à leur niveau de stress et leur
réagir avec des signaux. Donc là, je suis en train de le tester en ce moment. Voilà, c'est des choses, voilà, mais qui réagit au niveau stress, il va être différent, il va se comporter différemment en fonction du type de patient. Voilà. C'est utilisé dans des EHPAD et donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc là, je suis en train de faire des tests au cabinet parce que j'ai tous les protocoles aussi de dispositifs où je teste. Et c'est vrai que la réalité virtuelle, pour moi, je vois que les patients, il y en a certains, ils m'ont dit, mais ça m'a changé mon expérience. Il y a des patients, j'arrive à les opérer alors ils m'ont dit: Jamais personne n'a réussi à m'opérer, à me toucher la bouche, quoi». Et ça, c'est extrêmement satisfaisant. Enfin, moi, personnellement, ça me satisfait encore plus d'avoir ce type de retour, même que qu'ils me disent: «Ah ouais, super, vous m'avez bien opéré», en fait. Bah, bien sûr, je l'ai bien opéré, parce que sinon ils me diraient pas ça a posteriori. Mais en plus, il y a cette satisfaction d'avoir, ouais, franchi, ce côté humain, qui me satisfait. Et bien sûr, je suis entraînée, je suis extrêmement entraînée. Je me suis entraînée toute seule à détecter ces signaux et à savoir, quoi faire. Qu'est-ce qu'ils voient alors dans leur casque de réalité virtuelle? Alors, ils vont voir, il y a plein de mondes possibles, donc ils peuvent choisir, hein. C'est vraiment personnalisable au départ. Donc c'est un protocole, de ce qu'on appelle d'hypnothérapie par réalité virtuelle. Donc c'est un protocole en plus médical développé par une entreprise du médical qui a les ADMA, hein, les normes ISO, du dispositif médical. Et donc ils vont voir, il y en a certains qui choisissent d'être sous la mer, à la plage, dans la forêt. En ce moment, bizarrement, la neige, ça ne tente pas trop les patients en ce moment, c'est plutôt la plage. Ils veulent retourner à la plage. Cet été, ils avaient tellement chaud dans le cabinet que c'est marrant. Je savais certains choisissaient la neige. Je pense que psychologiquement, ils avaient besoin de se rafraîchir. Mais voilà, il y a une voix qui parle. Ouais, c'est rigolo. On fait des paris avec mon assistante juste avant les patients. On les voit entrer. Elle me dit, neige, je pense. Et on fait des petits paris comme ça sur les patients. C'est assez drôle. Voilà. En tout cas, c'est super intéressant. Donc toi, ta clinique actuellement, elle est dans le 18e arrondissement à Paris. Et avant, comme tu l'as dit, tu exerçais en hôpital public à Paris. Et alors, comment tu as eu cette envie de te lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que déjà c'est facilement compatible entrepreneuriat et médecine? Parce que tu sais que quand tu es avocate, tu peux pas être entrepreneur en même temps. Moi, quand j'étais avocate, c'était interdit pour les avocats. Tu peux pas avoir une activité commerciale à côté. Comment ça se passe pour les médecins? Est-ce que c'est facile d'avoir son activité à côté? Et est-ce qu'il y a beaucoup de médecins comme ça qui se lancent aussi dans l'entrepreneuriat? Alors, oui, donc c'est possible, hein, pour nous, d'avoir un statut auto-entrepreneur, pour commencer, c'est tout à fait possible. Alors, en fonction du type de contrat aussi qu'on a avec notre employeur, d'accord? Donc, voilà, il y a ça, c'est, évidemment à vérifier avant. Ça dépend vraiment du statut de médecin parce que voilà, nous, en médecine, on est soit, salarié du public, salarié du privé, on est en libéral, enfin, il y a quand même beaucoup, beaucoup de statuts. Donc ça, il faut vraiment vérifier par rapport à ces statuts. Si vous êtes en libéral, oui, il y a pas de souci, enfin, vous pouvez. Il y a de plus en plus de médecins qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Heu, je pense que parce que de par l'innovation, de par, une envie aussi d'entreprendre, pour créer finalement des outils qui leur ressemblent. Donc oui, il y a je pense que la communauté, médicale d'ailleurs, à Cure est assez entrepreneur, hein. Parmi les 6 000 soignants qu'on a, bon, il y en a pas que des entrepreneurs, mais les entrepreneurs globalement, ils sont aussi dans notre communauté parce qu'ils ont envie de participer, être acteurs. Ils ont pas juste envie d'être directeurs médicaux, où on leur pose des questions sur le côté médical. Ils ont envie aussi ils ont une idée, ils vont faire en fait, ils vont trouver, les partenaires qui vont, pour les aider, hein, ça se fait jamais seul. Et moi j'avais commencé à imaginer à Cure, j'étais déjà dans le privé. Alors j'étais salariée dans une clinique privée à cette époque, c'était en 2020, quand j'avais je venais d'avoir mon deuxième bébé. Et je suis, ensuite allée aux États-Unis pour des raisons familiales à la base. Et donc je m'étais dit: «Bah tiens, est-ce que je fais un fellowship?» Parce qu'on peut, faire des équivalents pas d'internat même si j'avais fini mon internat, mais je pouvais pas travailler, comme ça en privé dans une clinique américaine, sans avoir le bord de l'équivalence. Par contre, je pouvais faire un fellowship dans un hôpital, de Yale notamment, parce que j'étais à l'université de Yale, sur le campus. Et finalement, je m'étais dit: «Mais non, mais comme j'ai commencé à faire l'entrepreneuriat, en fait, mon rêve, ce serait trop, de vivre le rêve entrepreneur un peu à l'américaine et d'être acceptée dans un programme sur place d'entrepreneurship». Il y en avait beaucoup, enfin, il y en avait beaucoup. Pour les médecins, et j'en ai trouvé un vraiment de fil en aiguille en réseautant pour les médecins, pour les scientifiques, Fast Founder. Et donc c'est là que, j'ai postulé et j'ai réussi à passer toutes les étapes, du programme. Et donc j'ai pu suivre pendant, 1 an, sur les 2 ans où j'étais là-bas, le programme. Ça m'a permis déjà d'avoir du réseau aussi américain. Donc j'ai un bon réseau américain, en tout cas, dans ce secteur, du Connecticut maintenant.
et c'était hyper formateur. Ça m'a donné vraiment une confiance en moi. Je pense que j'avais besoin de ouais, parce que tout le monde me disait: «Bah, tu médecin, tu peux pas faire les 2 avant que je parte aux US que j'avais c'est ma boîte, hein. Mentalité française, un peu. Voilà, après je vais pas tirer parce que justement j'y suis pas vraiment passée outre tout ça. C'est vrai que sur le moment j'en voulais, les premiers mois quand on me disait: «Ah bah, vous êtes, c'est très intéressant le projet, mais vous êtes médecin, vous êtes tout seul». Bon, moi c'est pas des choses qui m'arrêtent, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage. Maintenant je m'arrête plus là et au contraire je trouve que, voilà, on peut quand on veut, on peut. C'est-à-dire qu'on peut toujours trouver, des gens, voilà, il faut juste provoquer les choses, quoi. Il faut provoquer entre guillemets «sa chance». Évidemment, il faut travailler, parce que la chance on l'a si on travaille pas. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai, pu, me lancer à Curcare et du coup mon compte LinkedIn, à peu près, à peu près en parallèle, où j'ai mis un gros travail dessus, même si j'étais pas trop motivée parce que c'est vrai que c'était pas du tout mon style d'aller sur les réseaux sociaux. Mais voilà, aujourd'hui me voilà et je suis sur Instagram, TikTok pour les patients. Ça, pour le coup, ça a été fait plus tardivement. Là, c'est le côté docteur Solé de mon cabinet qui a fait que je suis sur Instagram et TikTok maintenant parce que j'ai beaucoup de patients jeunes, avec les dents de sagesse et que c'est ce que je fais. Et du coup, bah, pas mal m'ont motivée. En plus, ce sont mes patients qui m'ont motivée à aller sur les réseaux, donc je fais des vidéos pour eux. Voilà, et des praticiens aussi, hein, qui s'intéressent aux nouvelles technologies parce qu'il y a pas mal de confrères consoeurs qui me suivent sur ces sujets-là. Voilà. C'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a eu une ancienne invitée qui était, elle était dermato et elle a lancé en fait ses compléments alimentaires. C'est Mori, ça s'appelle Mori. Anne-Sophie, ouais, voilà. Et elle a dit qu'elle avait eu vachement de mal, vachement de jugement quand elle s'est lancée, qu'elle disait mais c'est pas de la médecine ce que tu fais, alors qu'elle, elle était dans une démarche de vouloir aller encore plus loin. Donc ça correspond un petit peu à ce que toi t'as ressenti. Bon, c'est vrai que c'est comme les avocats, c'est un milieu assez conservateur, hein, tout ce qui est, c'est des vieilles professions, voilà, qui évoluent pas forcément, très vite. Toi, tu as ressenti ce poids parce que tu avais déjà lancé, tu avais déjà commencé à lancer ça en France avant de partir, en fait? Ouais, j'avais déjà commencé en France. J'ai pas été trop embêtée ou enfin autour de moi évidemment tout le monde me disait ah tu veux faire l'entrepreneuriat, la start-up, enfin c'était plutôt le côté parce que c'est pas sécure en fait comme métier par rapport au côté médical où en fait t'as pas suffisamment à faire avec la chirurgie. C'était pas tant voilà tu veux faire autre chose en tant que médecin, c'était plus comment tu trouves le temps, en fait? Et ouais, voilà, c'était pour comment tu trouves le temps déjà sous la chirurgie quand même, enfin, c'est prenant et oui, pourquoi tu t'intéresses à autre chose, en fait? C'est plus ça que, tu y arriveras pas, en fait, c'est plus ça, moi, que j'ai ressenti. Oui, un peu pourquoi tu t'embêtes à faire autre chose alors que tu as un beau diplôme et que tu peux bien gagner ta vie comme ça, quoi. C'est ça, tout à fait. Mmh. Mmh. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais alors peut-être à des auditeurs qui sont un peu dans la même situation, que la situation, dans laquelle tu étais et qui ont envie d'autre chose, mais qui ont des réflexions comme ça de leur entourage? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ou alors qu'est-ce que toi tu aurais envie de te dire à la tu vois, à la Solène de l'époque? C'est vrai qu'on a tendance à être assez jugé, même par ses proches, quand on leur explique la start-up et tout. Moi, je vois pas du tout d'un milieu entrepreneur. Et j'ai essayé de leur expliquer plusieurs fois. C'est vrai que je suis tellement passionnée par ma boîte. Je parle tout le temps, j'en parlais tout le temps à tout le monde et tout. Voilà, mais j'en parle encore tout le temps et j'assume totalement et maintenant c'est bon, les gens m'écoutent maintenant. Mais, mais j'ai jamais eu vraiment peur. Après, c'est vrai que voilà, quand j'ai envie de faire un truc, je le fais en fait. Moi, je suis beaucoup comme ça. Je me pose pas 36 000 questions. Je vais plutôt moi me poser des questions maintenant, plus comment obtenir de quelqu'un ce dont j'ai besoin. Ça me prend plus la tête, le côté humain des choses que finalement ce qu'on pense vraiment de moi. Enfin, moi, je m'en fiche, hein, en fait, sur ce qu'on pense de moi, vraiment. Enfin, c'est un truc, même si ma mère me disait: «Tu es sûre? Tu es sûre?» et tout, j'étais là: «Non, je suis pas sûre», mais en fait, ça m'apporte rien ce que tu me dis. Enfin, voilà, donc le nombre de fois je me suis disputée avec elle aussi parce qu'elle trouvait que c'était pas une réponse qu'il fallait faire, voilà, c'est pas grave, voilà. Ou mon père qui, au début, oui, c'était nouveau les médecins. Voilà, la génération justement qu'on essaye d'intéresser à faire des missions et d'ailleurs mon petit papa a fait, des missions pour Accurkia aussi, comme quoi, hein, bah, on a de tout, et maintenant il s'intéresse, là, je suis en train de travailler sur un nouveau produit là pour la boîte et là il voulait tester là donc il a regardé, il s'intéresse, il me suit sur LinkedIn, des fois j'ai des petits likes de papa, enfin Ça prend du temps, mais ça prend du temps mais ça il sent il a dû sentir que ça m'intéressait beaucoup, il lui aussi ça c'est quelqu'un de très ouvert aussi, je pense qu'il y a une côté,
Ouais, excusez-moi, il y a des gens qui sont moins ouverts que d'autres, hein, faut le dire. Donc, je pense qu'il faut pas perdre de temps avec les gens qui sont pas ouverts. Je pense qu'il faut tout de suite savoir détecter. C'est ça qui est peut-être pas facile pour certaines personnes, c'est de savoir détecter les gens qui vont. Voilà, on parle de mettre ses propres craintes sur la personne entrepreneur, c'est le cas. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter à peut-être changer de milieu. Allez, moi, j'ai vraiment fait ça en fait. Hein. J'ai vraiment changé. Alors, oui, bien sûr, pas spécialement d'amis, etc. Mais j'hésite pas moi à évoluer à des milieux différents en fonction de mon moment de ma vie. Je garde pas forcément des amis de longue date, alors quelques-uns peut-être, mais et c'est pas un problème en fait. Voilà, je suis jamais en train de me dire: «Oh bah zut, j'ai changé, maintenant je suis plus trop, copain avec les médecins, les co-internes de l'époque, parce que je suis entrepreneur» et c'est pareil, il y en a qui reviennent en fait. C'est rigolo parce qu'en fait, voilà, il y en a certains du lycée, là, il y a une fille avec qui on s'est remis en contact parce qu'en fait, bah, elle est dans une boîte tech, il y a un truc, il y a un match et en fait, on avait perdu de vue parce qu'on n'était pas à un moment de vie de la même façon. Donc je pense qu'il faut juste avancer et pas se dire, enfin pas s'inquiéter ce que les gens même si on a toujours envie d'avoir un peu de l'aval, c'est sûr, quand on fait quelque chose, qu'on n'est pas sur soi-même, on recherche spontanément, avoir l'aval de certaines personnes et il faut se demander si certaines personnes sont vraiment les bonnes et dans notre entourage, c'est pas forcément les bonnes au départ, pour commencer. Probablement dans la phase de consolidation du projet, mais pas au début. Voilà et moi, j'ai dû faire un tri dans ma vie également personnelle. Moi, j'ai divorcé, aussi. Alors probablement, c'est pas que ça, mais c'est sûr que j'étais dans une autre dimension et derrière je me sentais pas soutenue aussi et voilà, c'est tout et c'est pas grave, hein, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est vrai qu'on a eu on a eu des invités qui se sont séparés au moment de leur reconversion parce que c'était marrant, c'était une des toutes premières invitées et elle avait dit, je me rappelle que son conjoint lui disait, je te reconnais pas, t'as changé, t'es pas comme avant. Et elle lui disait, mais c'est ça la vraie moi, celle que j'ai au fond de moi, c'est celle-là en fait, c'est ça que tu comprends pas. T'as ressenti ça toi? J'ai ressenti que je me suis épanouie, enfin moi ouais, en démarrant l'entrepreneuriat. C'était hyper compliqué, c'est hyper dur, hein, ça c'est dur, hein, même c'est toujours dur. Mais en fait, je fais ce que je veux quand je veux et ça c'est génial et en fait, je m'en fiche de ce que les gens pensent. Voilà. Non, mais au point que des fois même mais et heureusement maintenant j'ai une équipe aussi autour de moi, j'ai su, en tout cas pour le début, m'entourer, ça a été compliqué, mais j'ai une petite équipe autour de moi chez Accurca et ça les fait rigoler parce qu'il y a des fois on reçoit des demandes qui me de ouais, d'un on nous dit qu'il faut que on veut absolument avoir Solène en speaker machin, mais il faut qu'on paye tant machin et je les regarde, je leur dis: «Vous savez très bien ce que j'en pense» et ils savent très bien que nous on paye pas. Parce que nous on a de la valeur donc on paye nous voilà, nous on a des règles et voilà et ça ils savent accompagner ça, ils savent le dire de façon beaucoup plus politiquement correcte que moi. Parce que moi aussi, moi souvent, c'est pour ça que ils savent, moi j'ai drivé des trucs, il y a des contacts avec certaines personnes, je leur dis, s'ils me demandent un truc, je vous conseille de répondre avant moi. Donc, c'est pour direct, parce que sinon, ça va, vous savez comment ça va se passer. Voilà. Donc, du coup, j'ai su m'entourer de personnes voilà, qui savent là où je suis forte, là où je suis pas forte, là où ça peut poser problème ou pas, et inversement, on se complète bien. Et c'est ça qui est important en fait. Voilà. Et moi, j'assume totalement. Je suis très directe aussi. Voilà, évidemment, il faut faire de la politique quand on est entrepreneur, c'est normal. Donc il y a des choses où je suis capable de me forcer pour, parce que je trouve que le jour en vaut la chandelle. Par contre, il y a des choses vraiment, je trouve ça, j'ai des valeurs, et ça, je les ai mises dans cette boîte et ça ne rentre pas. Et maintenant, j'ai même souvent plus besoin d'intervenir. Je vois les mails passer, des fois je suis en copie et je vois très bien qu'ils appliquent exactement Ouais, ils sont alignés avec ce que tu veux. on est alignés, ils trouvent ça logique. Voilà. Et t'as toujours été comme ça ou tu penses que c'est le fait d'avoir été chirurgienne femme? On sait que le milieu des médecins, ça peut être difficile à l'hôpital, il faut se faire sa place. Est-ce que tu penses que c'est ça qui a fait que t'as ce tempérament-là aujourd'hui ou t'as toujours eu cette personnalité? Non, j'ai toujours eu cette personnalité, moi. J'ai toujours eu cette personnalité. Au contraire, c'est vrai que ça en déçoit peut-être, mais je suis pas la chirurgienne qui en veut à ce qui s'est passé pendant mes études de chirurgie. Et forcément, j'étais beaucoup avec des hommes, bien entendu. Et moi, je pense que ça m'a servi, en fait. Ça m'a vraiment servi, surtout que maintenant, je suis beaucoup dans les milieux tech avec des hommes, en fait. Donc, et moi, ça ne me traverse jamais l'esprit quand des fois on me dit: «Ah, tu étais la seule sur la table ronde», enfin, ah bon? Je Enfin, peu importe, enfin, moi ça me ouais, je suis pas là à le dire haut et fort, mais c'est vrai que les études de chirurgie, moi, j'ai été beaucoup avec des hommes et j'aime bien les hommes, donc il y a pas de problème. Au contraire, je trouve qu'on peut plus sortir du lot
en étant une femme. Alors bien sûr qu'il y a aussi, j'ai pris de l'assurance aussi forcément depuis mes petites études de médecine d'interne où oui, j'en suis pris plein. Enfin, c'était compliqué, hein, d'arriver au bloc avec des scènes, où je me souviens, oui, il y a des je peux le dire, hein, j'avais mon ex-conjoint du coup qui était mon petit copain, pendant mes études de médecine, qui était médecin aussi et qui m'emmenait le matin en voiture, parce que j'avais la boule au ventre. Je me réveillais là en me disant: «Mais je veux pas y aller dans ce stage, j'ai trop peur parce que je vais arriver au bloc et je sais très bien, je vais installer le bloc, pour le chef et je sais que quand il va arriver, 10 minutes plus tard, il va m'enlever toute mon installation des patients endormis par principe parce qu'il y avait, des internes et des chefs, anesthésie avec qui il avait envie de pavaner un peu parce qu'il était avec sa petite interne, femme et du coup, il faisait son grand professeur et cetera et c'est vrai que c'était des scènes vraiment extrêmement, enfin moi que je vivais sur le moment vraiment difficilement. Par contre, j'ai toujours tenu tête, donc j'ai toujours pas accepté, donc je répondais au bloc quand il commençait à faire ça. Donc c'est vrai qu'en fait, j'avais peur de pas, je me suis jamais laissée marcher dessus, et ça, je crois qu'il aimait pas trop aussi, donc voilà, c'était, forcément des L'escalade, un ouais, peu. escalades et c'est vrai que voilà, j'ai jamais, je supporte pas moi qu'on l'injustice. C'est un truc, voilà, donc j'hésitais pas à tout en étant toujours polie et c'est pour ça que ça me demandait une énergie, mais de fou le matin, préparée, parce que je voulais pas être irrespectueuse dans mes propos, mais je voulais pas, en fait, je voulais trouver le bon niveau parce que je suis quand même interne. C'est un milieu médical extrêmement hiérarchique encore, hein, dans les études, les professeurs et cetera. Là, l'autre jour, on a reçu dans ma boîte, un professeur, voilà, devant tous mes collègues qui sont pas médecins de ma boîte, j'étais là, cher professeur, cher maître, et il me disait: «Waouh, tu étais allé fort et tout». Non, pendant 1 heure, moi, j'ai pas regardé mon portable, en fait. Le professeur, il est là devant moi, je enfin, c'est comme quand j'étais interne, en fait. Il me parle, je l'écoute, je regarde pas mon portable et je l'appelle cher maître et moi, j'ai le droit à la bise, quoi, tu vois? J'ai le droit à la bise à la fin, punaise et même ça, même si je suis entrepreneur aussi, bah, moi, je sais que c'est beaucoup parce que lui, il a eu cette éducation-là et qu'il me fasse la bise en plus, en disant, «Ouais, Solène, continuez comme vous faites, c'est génial, franchement, bravo et tout». Bah, voilà, moi, c'est une reconnaissance c'est une reconnaissance énorme de mes pairs qui, en plus, m'ont formée, et ça, c'est vrai que ça, on a ça chez Accurkier, hein, maintenant, donc ça, c'est vraiment ce à quoi j'ai vraiment tout fait pour avoir cette reconnaissance, de compte, en fait, de KOL, hein, Key Opinion Leader, comme on les appelle, qui bossent avec nous. Parce que c'est ça qui m'anime, en fait, aussi. C'est pas la reconnaissance. Alors, c'est pas la reconnaissance qui m'anime, mais c'est de savoir respecter, de montrer que dans ma boîte, moi, j'ai mis les codes médicaux. En fait, je les ai mis et très peu d'entreprises médicales savent les mettre. Aujourd'hui, nous, on est experts dans la discussion avec les soignants, que ce soit le professeur, que ce soit l'infirmière, que ce soit la sage-femme, que ce soit le médecin généraliste du cabinet. Il y a une façon de s'adresser aux soignants parce qu'on travaille avec eux, c'est très spécifique. Je pense que dans le milieu avocat, ça doit être pareil. Il faut que moi, mon équipe est formée pour ça. Voilà. Et donc, on accompagne et justement, on conseille nos clients. Ben, on les met pas juste en relation pour une mission, c'est qu'on leur dit attention, on les prévient. Il est très susceptible, ce KOL, faut faire attention, enfin, faut lui parler comme ça. Et ça, personne n'apprend ça aux entreprises aujourd'hui. Et justement, je voulais te poser la question parce que, c'est vrai que dans le milieu des avocats, c'est pareil et moi, j'avais lancé, des quand je me suis reconvertie au tout début, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube un peu, comment, tu vois, comment devenir avocat, comment travailler dans les top cabinets, un peu, tu sais, tout ce qui se dit en off parce que je venais pas justement d'une famille d'avocats et j'avais envie d'aider et j'ai reçu, pas mal de critiques au début, un peu: «Mais pourquoi tu t'affiches comme ça? Si jamais tu veux redevenir avocate après», tu vois? C'était au tout début un petit peu de ma reconversion et je sais que j'avais eu assez peur parce que, c'est des métiers comme médecin, j'imagine, où tu ne t'affiches pas sur les réseaux. Comment toi, tu l'as vécu ça un peu justement de s'afficher? Est-ce que tu as réussi à passer le cap? Comment ça a été pris? Est-ce que tu as eu peur de perdre peut-être un peu des patients? Non, en fait, j'avoue, je me suis jamais posé la question. Non? Je me suis jamais posé la question. C'est marrant parce qu'il y a un avocat qui m'avait posé on était un avocat entrepreneur avec qui il m'avait parlé de ça il y a, je sais pas, l'année dernière, je pense. Chez les avocats, après, c'est la déontologie, c'est assez poussé. On n'a pas le droit d'avoir d'activité commerciale, on n'a pas le droit d'avoir notre micro-entreprise et du point de vue image, t'as pas c'est assez fermé. C'est moins le cas chez les médecins.
Bah, je sais pas trop. Après, c'est vrai que je suis pas experte non plus dans tout ce qui est influenceur et cetera, médecin. Enfin, moi, je me considère pas comme influenceuse médecin pur, quoi. Par contre, c'est vrai que moi, je fais beaucoup de contenu éducatif, informatif. C'est vraiment le côté, transmission, moi, qui m'anime. C'est pour ça, voilà, pour les patients, pour les confrères. Donc, c'est vrai que après, je sais très bien, je mets jamais de visage de patient, je mets même pas leur corps maintenant parce que j'avais vu enfin, je fais attention. Je mets pas, voilà, tout ce qui est données, évidemment. Voilà, il y a des choses, de base, auxquelles, voilà, je réponds, mais, c'est vrai quand T'as eu des jugements? Ouais, t'as eu des jugements? T'as ressenti ça un peu ou pas spécialement? non, j'ai globalement plutôt été encouragée par la communauté médicale, même si, moi, le seul truc qui a posé problème auprès de la communauté médicale au départ de mon entreprise, c'est vraiment d'aller leur demander de l'argent. Parce que moi, j'ai levé des fonds auprès de la communauté médicale, parce que c'est ceux que je connaissais et je me suis dit: «Bah, les, business angels, et j'en ai échangé avec certains et je pense qu'ils comprenaient pas, moi, mon profil, en fait. Donc je peux comprendre quand on sait pas. Maintenant, je pense qu'il y en a qui mettraient des sous dans ma boîte maintenant parce que, ils ont vu aussi, que je pouvais faire les 2. Mais c'est vrai que je suis allée chercher de l'argent auprès des soignants et au début, ils m'ont dit: «Mais d'où tu nous demandes de l'argent?» Donc je me souviens j'avais été sur un groupe Facebook, parce qu'il y a beaucoup, enfin voilà, je connais très, très bien où sont les gens en fonction des soignants, en fonction des besoins. Et je me souviens, j'ai eu la chance d'avoir dans ce groupe, où finalement c'était quand même un groupe de discussion, de finances, d'investissement, tout ça pour les médecins, géré que par des médecins. Et j'ai eu de la chance quand j'ai fait ma petite demande, je crois que à mon avis, j'étais la première médecin entrepreneur qui, mettait son pitch deck là comme ça sur un groupe pour discuter, pour leur demander en valorisation. Ils ont halluciné, mais en fait ça les a intrigués certains, parce que certains, sans le dire, avaient quand même des activités à côté un peu de, voilà, de business angel. J'avais quelques confrères consoeurs qui me connaissaient de ma promo, qui ont validé, la personne que j'étais, en fait. Qui ont dit: «Mais Solène, c'est Solène, en fait». Enfin, voilà, Je suis Solène, quoi, plus que le projet. parce que bon, disons, j'avais laissé une trace plutôt de quelqu'un de très, très carré, sérieuse, pendant mes études de médecine. Voilà, et donc, du coup, ça a donné confiance et du coup, j'ai levé de l'argent comme ça. «Tu sûr? Enfin, t'es sûr de toi? Les médecins doivent pas lever de l'argent?» Enfin, j'ai eu beaucoup de questions et puis finalement, je le savais, hein, c'est toujours comme ça. Les gens qui critiquent le plus, parce qu'au départ, j'avais trop peur. Je voyais des réponses sur, Facebook, j'étais là: «Oh mon Dieu et tout, si j'ai pas l'aval des médecins, ça va être la catastrophe ce projet». Donc j'étais un peu stressée et finalement, ceux qui ont été le plus virulents, mais toujours respectueusement, mais virulents, en fait, ils ont mis des sous dans ma boîte, en fait. Je le savais, j'en étais sûre et maintenant ils m'aident, quoi. C'est ceux qui m'aident le plus presque. Oui, bah, parce que en fait, si tu as l'énergie pour critiquer, c'est que tu es engagé dans ça t'intéresse assez pour que tu critiques d'un côté. C'était nouveau pour eux, voilà, c'était nouveau, c'était nouveau. Tu as levé combien alors, pour ta boîte? J'ai fait il y a 3 temps, donc j'ai levé la première année, 320 à peu près, l'année d'après 200 et là en juillet dernier, on a fait rentrer un corporate, dans la boîte également. Un client à nous qui est, voilà, est fan de ce qu'on fait, qui y croit beaucoup et voilà, qui a mis des sous également, dans la boîte. Donc ouais, non, voilà, après on y va, petit à petit. Si moi ça m'amuse pas de lever spécialement pour lever, hein. Donc c'est plus, voilà, quand on a des besoins, on y retourne. Là, je pense qu'on va probablement devoir y aller cette année, mais pas pour des besoins de trésorerie, mais vraiment parce qu'on a un nouveau produit de fou. Là, je suis dessus avec mes collègues, j'ai embarqué toute ma boîte, on est super chaud, les gens bossent le soir et tout sur ça, et je pense que ça va être Tu as le droit d'en parler ou pas encore? je vais pas trop en parler encore, pour tout vous dire, mais ouais, Bon, on va te suivre. ça On me va te manie. suivre sur les réseaux et ça sortira quand alors, tu sais? Bah, on va commencer à en parler là. On a des médecins qui sont dans la confidence. Nous, c'est les médecins, nos communautés privilégiées. Donc là, on a déjà fait rentrer. Bah, tout à l'heure, juste avant toi, j'étais avec un professeur, qui est venu, pour en discuter justement. Donc c'était très chouette parce que j'arrive à faire venir des professeurs sur des trucs nouveaux. Donc il était hyper intrigué. Donc ça, c'est cool. Donc la boîte, enfin, l'équipe est très, très enthousiaste du coup. Et puis ouais, je vous en parlerai, une prochaine fois alors. Ouais, on te réinvitera et puis on peut te suivre aussi, sur les réseaux. Et vous êtes combien alors aujourd'hui dans ta boîte?
Eh bien, on est alors entre quel que soit le type de contrat, mais là là on est 6 là. Voilà, donc c'est chouette. Ouais, c'est génial d'avoir son équipe. Alors, la question que j'avais aussi, c'est comment tu répartis ton temps aujourd'hui entre ton cabinet et AccureCare? Alors à date, je fais, 2 jours, moi de cabinet par semaine et le reste, je fais, la boîte et également ma partie un peu création de contenu parce que, bah, comme tu le sais, il faut faire des petits tournages et tout. Ouais, voilà, je déteste ça. Mais voilà, je vraiment, je vous jure, c'est un effort pour moi, mais à chaque fois, c'est pas tant alors je me maquille enfin, c'est vraiment pas la préparation, c'est je prépare rien, je n'arrive pas à préparer les trucs. Pourtant, elle m'envoie à chaque fois la community manager, elle m'envoie les trucs un jour avant ou 2 jours pour que je prépare un peu et tout, mais j'arrive pas parce que j'ai pas le temps et tout. Mais ouais, c'est ça prend du temps et de l'énergie, quoi. Mmh. Ce qui est dur, en fait, je trouve, c'est le côté très succinct. Tu vois, quand on fait un épisode de podcast, là, c'est génial. Tu as le temps vraiment de parler de ce qui t'anime, de ce que tu crois, ton expérience. Ça a le temps d'arriver, les choses. Et tout ce qui est création de contenu, je trouve, parler comme ça en 30 secondes, 1 minute, c'est hyper dur, en fait, je trouve. Ouais, tout à fait. C'est pas du tout spontané. Et alors, donc, tu l'as dit, t'es maman aussi. Comment tu gères toutes tes activités et ta vie de maman? Eh bien, je la gère, bon, c'est la course, quoi, tout le temps. Mais si j'ai pas ça, moi, ça me va pas, en fait. Donc après, bon, voilà, je suis maman séparée, donc j'ai mes enfants 1 semaine sur 2. Et donc, ouais, les semaines où je les ai, je suis beaucoup plus dispo, quoi. Je me rends beaucoup plus disponible. Je vais les chercher à sortie, pas de l'école, mais de certaines activités. Enfin, j'essaie vraiment de faire un mix pour être plus présente, du coup. Mais voilà, moi, ça m'anime d'avoir ces petites filles, j'ai 2 petites filles qui sont, ouais, qui commencent à grandir et puis je leur fais des petites vidéos d'IA avec maman, qui, sur leurs vidéos de Golden, là, en ce moment, c'est la K-pop à fond, là. Je sais pas si tu as ça aussi, mais c'est enfin, pour ça, les mamans qui écoutent, Ouais, elle a 7 mois, donc c'est un peu tôt. qui ont ça tout le temps à la maison et tout. Je leur ai fait j'ai une vidéo de moi, en roomie, la fille principale de leur série, en train de danser quand elles ont vu ça, elles ont trouvé ça trop drôle et tout. Donc ouais, je joue beaucoup le jeu avec elles. Puis là, elles sont un peu plus grandes aussi, moi, donc du coup, je peux faire des vraies activités avec elles aussi. Donc ouais, je leur parle pas mal de mon métier. De toute façon, elles savent que je suis chirurgienne, elles sont venues me quérir plusieurs fois. Donc ouais, ouais, je pense que je leur parle beaucoup et je pense que c'est important en tant que maman de parler à son enfant, même un bébé, comme tu as, de lui parler de ce qui t'anime, ce qui te rend heureuse en fait, parce que du coup elles ont forcément besoin de modèles, on a tous besoin de modèles et de voir qu'on peut très bien, faire, plusieurs métiers, bah, c'est chouette. Donc c'est pas un problème, ça existe et il faut le dire en fait, qu'on peut Ouais, faire c'est un plusieurs bel choses exemple. en fait. Comment tu vois la suite? Est-ce que tu te verrais faire une reconversion totale et être à 100% sur AccureCare? Tu voudrais toujours garder ton activité de chirurgienne? Alors, là, ce qui est prévu, c'est que je fasse toujours les 2 parce que je me nourris des 2 l'un et l'autre. J'ai pas dans alors quand tu parlais d'emploi du temps, je t'ai donné un emploi du temps type, mais évidemment, les mercredis, quand il y a des trucs pour AccureCare en plus, ça m'arrivait le nombre de fois, enfin, ça m'arrive encore faire des visios entre 2 patients pour AccureCare. Le nombre de fois je suis arrivée en tenue de bloc, en retard de 5 minutes, oui, ça arrive. C'est pas joué, mais vraiment, une fois, il était arrivé encore d'avoir oublié d'enlever ma visière à un rendez-vous avec un client ou un investisseur. Bon, on en a fait, et en fait, les gens, ils comprennent, donc il y a pas de problème, mais c'est rigolo. Mais voilà, c'est jamais facile de jongler entre les 2 activités, mais moi, ça me plaît, en fait. Je pourrais pas faire que l'un ou que l'autre. La preuve, c'est que les journées où je suis que l'un ou que l'autre, je pense, là, par exemple, je suis censée être sur AccureCare, mais j'ai des trucs de cabinet à gérer, donc je vais le faire. Enfin, je vais le faire aussi tout à l'heure et ça se fait. Donc voilà, non, je pense que ça dépendra un peu de là, comme je suis en train en plus d'acheter enfin, j'ai acheté une nouvelle clinique que je développe, je vais faire les 2 et mes activités sont assez cohérentes finalement, parce que je fais de la tech et de la santé, je fais au cabinet, je teste des produits, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs aussi où je teste leurs produits au cabinet, leurs solutions. Et après je co-développe et après ils passent en client souvent chez AccureCare aussi. Donc je pense que c'est un cercle, voilà, un cercle vertueux d'activités. Mmh. Et puis c'est bien de garder une main dans la pratique, je pense aussi. Alors, ça serait quoi ton plus grand rêve professionnel? Eh bien, moi j'aimerais beaucoup, que, ma boîte, tech, ouais, enfin vraiment se développe,
encore plus et qu'on revende dans quelques années. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai plein d'autres idées encore de boîtes et donc je peux pas là, j'aimerais bien qu'on arrive à avancer un peu plus vite pour la développer et la vendre et pouvoir, passer à d'autres projets. Et puis, ouais, garder cette activité, chirurgicale, peut-être progressivement de moins en moins, mais avoir des personnes qui bossent dans la clinique avec, tout ce que j'ai construit, parce que j'ai vraiment construit des parcours patients innovants avec de l'IA, avant, après, de la VR et tout, la réalité virtuelle. C'est, voilà, il y a très peu de personnes qui font ça aujourd'hui en France. C'est les patients qui me le disent, moi je le précise, c'est pour ça qu'ils viennent, certains de loin pour, que je les opère moi. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement moi j'adore créer donc j'ai envie que ouais, que ce projet aussi là, il continue. Le fait de garder un pied avec des patients, c'est important pour moi, pour le moment. Pour l'instant, ils m'ont pas encore suffisamment saoulée, même si j'adore mes patients. Il y en a certains, ils me saoulent, mais comme pas possible. Voilà, c'est l'humain, c'est vraiment pas facile. Et c'est vrai que les médecins, des fois, il y a des niveaux d'énervement ou d'exigence patient qui peuvent être un petit peu compliqués à gérer. Mais voilà, de construire une vraie équipe sur ce projet, ça serait chouette. Ouais. C'est incroyable, je trouve, ce que tu as créé aussi jeune, parce que tu as moins de 40 ans, hein, c'est ça? Je trouve que c'est assez incroyable hein, que tu aies une boîte, acheté une clinique, ta carrière. Comment tu as fait pour accomplir tout ça aussi jeune? Mais en fait, j'avais pas tout ça en rentrant des États-Unis à 3 ans, pour tout te dire. Donc j'ai fait ça en 3 ans, avec un divorce en même temps. Parce qu'en fait, je pense que bon après j'ai un esprit, je pense j'ai dû accélérer ma propre pensée qui était déjà apparemment assez accélérée. Mais non, je pense que c'est juste que j'aime bien, j'ai besoin de faire tout le temps, de créer des choses, de faire moi en fait. C'est-à-dire que par exemple quand je me suis installée et c'est ça que je dis aux entrepreneurs pour ceux qui nous écouteront t'as un auditoire voilà, varié, c'est que, enfin, moi, j'attends pas les gens, en fait, pour faire, et même si je sais que j'ai besoin des gens. Je sais on peut pas scaler un projet, on peut pas aller aussi haut si on n'a pas des bonnes personnes, mais il faut toujours faire soi-même en premier. Et quand j'ai dû m'installer, bon, voilà, moi, je revenais de 2 ans des États-Unis, je connais mon réseau de correspondants, autant te dire qu'en 2 ans, parce qu'en médecine, ça marche beaucoup comme ça, les gens t'adressent des patients, les confrères, consoeurs. Moi, j'avais pas ça, en fait, quand je suis installée dans le 18e, etc., j'étais la mince. Bon, bien sûr, je travaille beaucoup mes réseaux sociaux et mon marketing digital sur mon site, parce que ça, je connais ça de par l'entrepreneuriat et ça marche très bien pour moi en ce moment. Mais voilà, côté confrère, réseau de confrères, il fallait que je parte de zéro. Et donc, repars de zéro. Et donc, je suis allée avec mes petites cartes de visite, mes petits flyers, je suis allée faire du porte-à-porte pendant 3 jours avec des objectifs. Donc, j'avais ma petite liste de correspondants et je suis allée les voir. Et il y en a, franchement, j'ai gagné 5 gros correspondants qui m'ont toujours envoyé les patients depuis que je suis allée les voir. Et rien que le fait que je me bouge et que j'aille pas ne serait juste les appeler au téléphone, et ça, les gens, ils apprécient. Parce que je me suis adaptée aussi à la façon dont eux travaillent, parce que c'est soignants en l'occurrence, mes confrères, les correspondants, je leur ai expliqué que je faisais la VR, tout ça, c'est des confrères dentistes notamment. Dans leur cabinet, eux, ils font pas tout ça, en fait. Ils faisaient pas tout ça. Donc, en fait, le fait d'aller les voir avec une carte, ça humanisait un petit peu ce que je leur disais. Et je sais que les patients, quand ils viennent me voir en me disant, oui, c'est le docteur un tel qui m'a envoyé, il m'a dit que vous faisiez un truc super chouette avec des lunettes. C'est génial. Je trouve ça, je fais bon, bah voilà. Apparemment, elle a des bons retours, elle m'envoie des patients pour toutes les chirurgies qu'elle est d'extraction. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, parfois, il faut pas l'imaginer qu'il y a qu'un outil numérique qui va nous rendre service. Il faut vraiment s'adapter aux gens avec qui on veut travailler. Et l'humain, c'est tellement compliqué, c'est tellement complexe que c'est vraiment quelque chose qu'il faut tester, quoi. Voilà. Et puis aussi, je dirais, mettre un peu de côté son ego, tu vois, de se dire, bon voilà, j'ai envie d'accomplir ça, et même s'il y a un truc qui est peut-être un peu, voilà, tu vois, aller distribuer des cartes de visite, j'imagine que c'était pas forcément, c'est dur, tu vois. Ah bah c'est dur. Je me rappelle quand je me suis reconvertie, j'ai été distribuer des CV pour être vendeuse quand je suis arrivée à Londres. Waouh, c'était dur, tu vois. Je me disais, waouh, tu te mets de côté un peu ton ego. Et je pense que ça, c'est un super conseil à n'importe quel niveau. Si tu as ton objectif, eh ben, tu te mets de côté, tu mets de côté ton ego et tu fais par toi-même avant que de construire. Et je trouve que c'est un beau message aussi ce que tu dis
que finalement, ça peut aller très vite en fait en 3 ans de construire tout ça. Est-ce que tu penses, alors tu me dis si tu veux répondre ou pas, hein, mais tu penses que ton divorce, ça t'a poussé à justement accélérer un peu ta carrière? Non. Enfin, je pense pas que ça m'a poussée. Ça faisait partie probablement du cheminement, voilà, mais ça, je pense que ça m'a pas poussée, non. Au contraire, je pense que ça s'est fait parce que j'étais en train de construire des choses et De que changer? moi je suis, alors je sais, toi tu n'as pas que des femmes, je crois, qui t'écoutent, mais beaucoup, mais Il y a beaucoup de femmes, ouais. je pense qu'on peut avoir plusieurs, enfin, on peut avoir des compagnons différents en fonction de ses moments de sa vie. Et en fait, c'est peut-être, c'est ça. Alors mon compagnon actuel, il faut pas qu'il entende ça, mais c'est pas vrai. Mais voilà, je le Oui, remercie dans dans ce comme on se poste. reconvertit, on peut aussi Mais changer on n'a pas forcément, ouais. il faut être soutenu, en fait. Il faut être soutenu. Je suis désolée de le dire, mais c'est quand votre conjoint, et je sais parce que j'ai eu pas mal de femmes entrepreneurs qui m'ont aussi posé des questions et tout, s'ils trouvaient que c'était normal. Ça, vraiment, je sais pas pourquoi le fait d'avoir dit que j'étais divorcée sur les réseaux, ça a créé des appels de certaines consoeurs, même femmes entrepreneurs, qui m'ont appelé pour me dire, pour me demander comment j'avais fait et tout, et ce que j'avais choisi aussi, parce que forcément c'est un choix. Il y a beaucoup de choses malheureuses, de tristes qui se passent. Et je leur disais, mais enfin non, si te like pas sur LinkedIn, je suis désolée de te dire, alors qu'ils sentent que LinkedIn c'est trop important pour toi, que ton post LinkedIn du jour, mais c'est genre trop important, et que si le mec il te dit j'en peux plus de LinkedIn, t'en parles tout le temps, je vais pas te liker, bah désolé, faut le quitter ce mec. En fait, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Là, mon compagnon actuel, donc, qui est pas du tout dans le milieu médical, et je pense que ça fait visiblement partie du moment, il est dans l'industrie, etc. Ouais, je sais que même s'il y va pas tous les jours, parce que de base, il y va quasiment jamais, je sais que quand il y pense et il y va, il me like sur tous mes posts, il me met des petits cœurs, machin, il me dit, ah, t'es trop belle sur cette photo. Je sais qu'il va pas y aller tous les jours. Mais je sais qu'une fois par semaine, il regarde pour lui des trucs, et il va regarder pour... Ouais, tu es Et soutenue, voilà. quoi. Et c'est peut-être anodin pour certains hommes, ça, ou alors je vais là, mais en fait, c'est trop important pour moi. Moi, je pense que j'ai juste devant, c'est pas tant, j'ai un like de plus, c'est pas ça, c'est plus me dire, ah, mon compagnon, il me soutient, il comprend. En fait, il me soutient, il est là, et le fait de mettre un petit pouce, il sait que ça me fait plaisir, et en fait, voilà, il faut qu'on se sente soutenu. Et moi, ça, je me sens soutenue. Même si derrière, il fait pas mal d'autres choses pour la boîte, évidemment, parce que, bah, voilà, il me soutient sur plein de sujets, il m'a aidé dans des émissions de DG, des trucs comme ça, parce qu'il avait l'habitude, et je trouve que ça c'est chouette à partager, quoi. Voilà. Ouais, tu te sens soutenue. Alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Un conseil qu'on t'aurait donné, peu importe, sur l'entrepreneuriat, pendant tes études, ta vie perso, et un conseil que tu aurais envie de partager aux auditeurs? Alors, mais ça va rejoindre un petit peu notre conversation, mais je pense qu'il faut pas hésiter faut pas se dire, enfin, se poser trop de questions, dire: «Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que j'ai besoin d'un tel pour me lancer? Est-ce que» et cetera. Que ce soit se lancer dans un nouveau projet ou dans une des étapes de son nouveau projet, en fait. Je pense qu'il faut le faire, et puis tant pis si on se trompe, c'est comme ça qu'on apprend. Enfin, moi, j'ai un peu la culture du test and learn, et je le fais tout le temps, pour ma vie perso, pro, et cetera. Si ça marche pas, là, ma secrétaire, j'ai plus de secrétaire là depuis une semaine parce qu'apparemment elle change du coup, je fais du secrétariat. Voilà, c'est comme ça, je le fais. En plus, donc c'est pour ça, là, c'est dur, mais en fait, oui, je vais probablement j'ai appris, du coup, je sais plus ce que c'est, je vais trouver, vraiment une personne encore mieux qui va pouvoir m'aider. Donc voilà, je pense qu'il faut les galères, on en aura plus on fait de choses, et ça, c'est le con plus on a de problèmes, en fait. Les gens qui font rien, ils ont pas de problème. Donc voilà, moi, j'ai plein de problèmes. Quand j'ai un nouveau problème qui arrive, parce que j'en ai 3 par jour en moyenne, bah, je me dis: «Bah, en fait, c'est normal, je fais plein de trucs, donc c'est normal». Après, voilà, c'est sûr, il y en a qui sont plus ou moins importants. Là, j'ai eu une plainte au conseil de l'ordre d'un patient, parce que soi-disant, j'aurais pas dû le faire payer autant, je sais pas quoi, question financière, hein. Là, au niveau médical, pour vous dire, la plupart des plaintes, des médecins aujourd'hui sont d'ordre financier, hein, pas je l'ai très bien opéré, pas de problème. Par contre, je lui ai dit merci, par contre, apparemment, ça lui plaît pas. Bon, il s'est excusé, donc ça y est, au moins voilà, il est en train de réécrire à nouveau parce qu'apparemment il s'est excusé et tout, il est un peu loin, et cetera. Donc ça m'a fait bien plaisir de recevoir ça. Je peux vous dire, j'étais pas bien. J'étais pas bien quand j'ai reçu pendant les fêtes, parce que moi je fais tout pour mes patients, vraiment, c'est un truc, sans m'avoir, enfin voilà, c'est des choses qui arrivent. Je pense qu'on peut avoir notre niveau de gravité chacun à son échelle, mais voilà, il faut on est
on est seul. Je vais pas dire qu'on n'est pas seul. On est seul, mais il faut essayer de bien s'entourer pour au moins trouver un petit peu de conseils. On a plus besoin de conseils que de soutien avec quelques personnes autour de soi qui peuvent au moins nous driver vers le bon avocat, la bonne personne qui va vous aider à trouver la secrétaire qu'il vous faut dans une semaine. Enfin voilà, c'est ça en fait. Il faut peu de personnes autour de soi, je pense, mais vraiment des personnes, voilà, clés. Je trouve que c'est un super conseil de dire que si on fait rien, on n'a pas de problème. Et c'est vrai que souvent, je me dis ça aussi. Des fois, je stresse pour des trucs et je me dis, mais c'est un bon problème à avoir en fait. C'est un bon stress. J'ai de la chance d'avoir ce stress-là. Et en fait, je trouve que c'est une façon de voir la vie hyper positive. Et merci d'avoir partagé cette leçon, Solène. Merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage. Je mettrai tes réseaux pour les auditeurs pour qu'ils te suivent. Super, merci beaucoup pour cette discussion. À très vite. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.